À Toulouse, les petits matins ont souvent une lumière rose qui accroche les briques comme si la ville rougissait encore d'avoir trop parlé la veille. Ce matin-là, pourtant, Thomas Delcourt ne voit rien de tout ça. Depuis le 26 étage de la tour vitrée où se trouve le siège de sa société, il ne regarde pas la Garonne, ni les toits, ni le clocher des Jacobins. Il regarde un seul écran, puis un deuxième, puis un tableau rempli de chiffres. Si on ne clôt pas cette levée avant l'été, les Américains vont prendre la main sur le marché, résume Julien, son directeur financier. Thomas hoche la tête. 40 ans, costume bleu nuit, chemise blanche ouverte sur le col, il a l'allure maîtrisée d'un PDG qu'on invite dans les conférences sur l'avenir des villes. Sa start-up, Urban Pulse, est devenue en quelques années un acteur majeur de la mobilité urbaine. Plateforme de trottinettes, data sur les déplacements, solutions pour les collectivités. On parle de lui dans Les Échos, dans Challenge, parfois à la télé. En façade, tout est clair. Thomas a réussi. Point. Ce qu'on ne raconte pas dans les interviews, c'est le chemin qu'il a pris pour en arriver là. Un père chef d'entreprise, constamment en déplacement, une mère fatiguée d'attendre, un divorce silencieux et un adolescent qui s'est juré de ne jamais dépendre de personne pour exister. Thomas a longtemps pensé qu'avoir un enfant, ce serait reproduire le même schéma. Être absent, s'excuser, rattraper toujours trop tard. Alors il a décidé que ce n'était pas pour lui. On se fait un point avec les investisseurs américains à 14 heures, demande Julien. Oui. Et cale la mairie de Toulouse à 16 heures, je veux absolument qu'on verrouille le partenariat sur les parkings relais. On frappe à la porte. Oui. Léa, son assistante, passe la tête avec une expression qu'il lui connaît peu, grave, hésitante. Thomas, il y a quelqu'un à l'accueil qui insiste pour vous voir sans rendez-vous. Tu sais très bien que... Elle dit qu'elle est notaire, coupe Léa, et qu'il s'agit d'une succession urgente qui vous concerne directement. Le mot succession claque dans l'air. Thomas fronce les sourcils. Une notaire? Tu as un nom? Maître Delaunay. Elle vient de Paris. Il jette un coup d'œil à son agenda rempli, soupire. D'accord. Fais-la monter. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années, tailleur sombre, dossier en cuir à la main, s'assoit en face de lui. « Bonjour, monsieur Delcourt. Merci de me recevoir si rapidement. C'est plutôt à vous de me dire ce que vous faites ici. Maître Delaunay. Je suis la notaire de Léna Moreau. » Le prénom tombe. Léna. Un visage surgit dans la mémoire de Thomas. Un rire clair. Des cheveux bruns coupés au carré. Des yeux qui brillaient quand elle parlait de ses documentaires. Léna. C'était Paris. 6 ans plus tôt. Une relation courte, intense, interrompue parce que lui n'était pas prêt à s'installer, parce qu'elle avait besoin de stabilité. Ils s'étaient quittés sans drame apparent, avec ce mensonge poli. On reste en bons termes. Il ne s'était jamais rappelé. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demande Thomas, la voix basse. Maître Delaunay le regarde avec une douceur professionnelle. Elle est décédée il y a 3 semaines. Accident de voiture, sur le périphérique, le mot « décédé » lui fait comme un trou dans la poitrine. « Je suis désolé », murmure-t-il. « Vous ne vous fréquenciez plus, je crois ?»« Non, depuis longtemps. » Il se sent soudain coupable de l'avouer. « Je suis ici parce que vous êtes mentionné dans son testament, » poursuit la notaire. Thomas se fige. « Je ne comprends pas. Monsieur Delcourt, Léna Moreau a laissé un garçon de 5 ans. » Elle ouvre le dossier, sort une photo. Un petit garçon, au sourire un peu de travers, des yeux sombres, un t-shirt avec un dinosaure. Il s'appelle Gabriel. Thomas regarde la photo. Il sent un bruit sourd résonner dans ses oreilles, comme si la ville entière s'était tue. Et quel est le lien avec moi? Léna a indiqué, noir sur blanc, que Gabriel est votre fils.
dit maître Delaunay sans détour, et qu'elle souhaite que vous soyez son tuteur légal. Les mots n'arrivent pas à se frayer un chemin jusqu'à son cerveau. Mon fils, répète-t-il, comme s'il parlait d'un mot étranger. Léna n'en a jamais parlé? Il secoue la tête, hagard. Non. Elle m'avait confié qu'elle avait essayé de vous contacter au début de sa grossesse, poursuit la notaire. Mais vous étiez en plein lancement de votre entreprise. Vous changiez souvent de numéro, de mail. Elle a fini par décider de l'élever seule. La culpabilité, cette fois, monte d'un coup. Il n'y a pas d'autre famille. La mère de Léna est décédée il y a longtemps. Son père est très malade, sous tutelle. Elle n'a pas de frère ni sœur. Elle pousse le dossier vers lui. Vous êtes la seule personne clairement désignée. Thomas se lève, fait quelques pas jusqu'à la baie vitrée. De là, il voit les toits de Toulouse, le fleuve, les ponts. Non, murmure-t-il. Il se retourne. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas être père. Comme ça. Du jour au lendemain. Monsieur Delcourt, ce petit garçon vient de perdre sa mère, rappelle doucement la notaire. Et je suis censé le récupérer comme un colis? La phrase lui échappe. Horrible, plus dur qu'il ne le voudrait. Maître Delaunay ne cille pas. Vous êtes libre de refuser la tutelle. Dans ce cas, un juge des affaires familiales décidera d'un placement. Famille d'accueil, foyer, éventuellement adoption. Il ferme les yeux. Placement, juge, foyer. Gabriel. Un prénom qu'il n'arrive pas encore à associer à autre chose qu'à cette photo. J'ai besoin de temps, dit-il. Je comprends. Elle range ses papiers, puis se lève. Je dois vous informer que l'audience est fixée dans 1 mois. Le juge aura besoin de connaître votre position avant. Mais je vous conseille, elle marque une pause. Je vous conseille d'aller le rencontrer. Les mots restent suspendus. Rencontrer son fils de 5 ans. Quand maître Delaunay quitte le bureau, Thomas reste seul un long moment. Les courbes sur ses écrans ne veulent plus rien dire. Les objectifs, les KPI, les deadlines, tout paraît loin. Il prend finalement la photo que la notaire a laissée sur le bureau. Le petit garçon le regarde, figé dans ce sourire timide. Il y a quelque chose dans le regard, un éclat qu'il lui semble reconnaître. « Gabriel !» murmure-t-il. Le mot tombe dans sa vie comme une pierre dans l'eau. Les cercles qu'il va provoquer, il ne les imagine pas encore. Il sait seulement une chose, à cet instant. Il ne voulait pas être père. Il a tout fait, dans sa vie, pour éviter ça. Et pourtant, le destin vient de déposer devant lui un petit garçon qui n'a rien demandé à personne. Et qui, quelque part à Paris, joue peu, être avec des dinosaures sans savoir que son avenir est en train de se décider dans un bureau vitré de Toulouse. 2 semaines plus tard, Thomas descend de l'avion à Orly avec une boule au ventre qu'aucune présentation devant des investisseurs n'a jamais su provoquer. Il a repoussé, rationalisé, fait des listes de pour et de contre comme pour un projet. Puis, une nuit, il s'est réveillé en sueur, en imaginant Gabriel dans un dortoir triste avec des draps rêches, et il a envoyé un mail à maître Delaunay. « Je viens le voir. Dites-moi où. Paris est grise ce jeudi-là. » Il monte dans un taxi, donne l'adresse, un immeuble modeste dans le 20e arrondissement. Au 5e étage, la porte s'ouvre sur une femme aux cheveux gris attachés en chignon. « Vous êtes monsieur Delcourt ?»« Oui. Je suis Madame Frémont, l'assistante familiale qui accueille Gabriel pour le moment. Entrez. L'appartement est simple, propre, rempli de jouets. Il est dans sa chambre, dit-elle. Je lui ai dit que vous veniez. Il n'a pas beaucoup parlé. » Thomas s'avance, le cœur battant. À la porte de la petite chambre, il s'arrête. Sur le lit, un enfant est assis, un dinosaure dans la main. Gabriel. Quand le petit lève la tête, Thomas a l'impression de recevoir un coup.
Ses yeux lits, il les a déjà croisés dans le miroir à 8 ans. « Bonjour, dit-il, d'une voix qu'il veut stable. « Bonjour, répond Gabriel, méfiant. Je m'appelle Thomas. » Un silence. « C'est toi, mon... » La question reste en suspens. « Ta maman m'a désigné pour m'occuper de toi, » explique Thomas, maladroit. Les mots sonnent techniques, bureaucratiques. Ce n'est pas exactement le discours qu'il aurait imaginé, mais il ne sait pas faire mieux. On dit « papa » normalement, intervient doucement Madame Frémont depuis le couloir. Thomas se raidit. « Gabriel baisse les yeux sur son dinosaure. « Maman, elle a dit que j'avais pas de papa. Avant, murmure-t-il. Thomas sent quelque chose se déchirer en lui. Maman, elle disait que j'étais un cadeau de la vie et que ça suffisait. Il ne trouve rien à répondre. Alors il s'assoit sur la chaise en face du lit. J'ai beaucoup voyagé, commence-t-il. Je ne savais pas que tu étais là. Gabriel relève les yeux. Tu le sais maintenant. La logique enfantine le désarme. Oui, je le sais maintenant. Un silence. Elle est où, maman? La question tombe. Brutale. Elle. Thomas cherche les mots. Elle a eu un gros accident. Son corps n'a pas pu guérir. Gabriel serre plus fort son dinosaure. Elle est morte. Le mot, prononcé par cette petite voix, lui arrache le souffle. Oui, répond-il, la gorge serrée. Le petit hoche la tête, comme s'il validait une information déjà connue. D'accord. Il se lève, va vers une étagère, prend un autre dinosaure. « Tu veux jouer ?» demande-t-il. Thomas ne s'attendait pas à ça. Oui. » Il prend le dinosaure qu'on lui tend. « Toi, tu as le gentil, » dit Gabriel. « D'accord. Moi, j'ai le méchant. Mais en fait, il n'est pas vraiment méchant. Il a juste peur. » La phrase lui coupe les jambes. « Pourquoi il a peur ?» demande Thomas, sans quitter l'enfant des yeux. « Parce qu'il ne sait pas où aller. » Gabriel parle de dinosaures, mais Thomas a l'impression d'entendre autre chose. Il joue un moment, maladroitement. Thomas n'a pas très bien compris les règles, mais Gabriel ne s'en formalise pas. Après 1 heure, Madame Frémont propose un goûter. « Tu veux venir chez moi, à Toulouse ?» demande finalement Thomas, mal à l'aise avec ces mots qu'il sent trop gros dans sa bouche. C'est où Toulouse? C'est dans le sud. Il fait souvent beau. Il y a des écoles? Oui. Et des magasins de dinosaures? Je crois. Oui. Gabriel réfléchit. Madame Frémont, elle peut venir? Je suis là juste pour un moment. Tu sais, explique doucement l'assistante familiale. Après, tu vas avoir une maison pour de vrai. Thomas sent un vertige. Une maison, une chambre, un enfant. On ne doit rien décider aujourd'hui, intervient Madame Delaunay, assise dans un coin du salon. Je voulais juste que vous vous rencontriez. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui le ramène à l'aéroport, Thomas regarde la photo qu'il a prise discrètement de Gabriel en train de rire à une blague de Madame Frémont. Il envoie un message à la notaire. « Je prends la tutelle. » Elle répond presque aussitôt. « Êtes-vous sûr ?» Il regarde encore une fois le visage de Gabriel. « Je ne le voulais pas, » murmure-t-il pour lui-même. Puis il tape. « Oui, je suis sûr. Ce n'est pas de la sérénité. C'est une décision prise au bord de la panique. Mais c'est une décision. » Le mois suivant ressemble à un déménagement intérieur et extérieur. Thomas achète des meubles qu'il n'a jamais imaginé acheter. Un petit lit, des draps avec des fusées, une table pour enfants, des crayons. Il découvre qu'il existe des sièges auto adaptés à chaque tranche d'âge, que les écoles se remplissent bien avant la rentrée, que les administrations adorent les certificats et les photocopies. Il découvre aussi qu'être PDG ne sert à rien quand on se retrouve, un mercredi après-midi, complètement dépassé par un petit garçon qui refuse de manger ses carottes. « Mais je veux des pâtes !» crie Gabriel. « Tu as déjà mangé des pâtes hier !» proteste Thomas. Et alors, le débat est absurde. Et pourtant, il se sent en train de perdre.
Les premiers mois, il survit plus qu'il ne vit. Matin. Déposer Gabriel à l'école en courant. Arriver en retard à la réunion d'équipe. Journée. Manager. Décider. Arbitrer. Avec dans un coin de la tête la question: est-ce que quelqu'un pense à récupérer Gabriel à 16h30? Soir. Devoir de maternelle. Bain. Histoire. Il engage rapidement une nounou à mi-temps, Martha, une étudiante espagnole, qui jongle entre ses examens et les sorties d'école. Même comme ça, il est épuisé. « Tu l'as voulu », commande Julien un soir en le voyant s'effondrer sur une chaise, tide et serré. « Non, justement, je ne l'ai pas voulu », grogne Thomas. « Et pourtant, tu es le seul à signer les mots dans le cahier de liaison », rétorque son directeur financier. Thomas ne répond pas. C'est là toute la contradiction. Il n'a jamais voulu être père. Il s'est retrouvé avec un enfant sur les bras. Et il ne peut déjà plus imaginer faire marche arrière. C'est à l'école que Thomas croise pour la première fois Camille Rousseau. L'école est un bâtiment bas, en briques, avec une cour plantée de platanes. Devant le portail, à 16h30, c'est un ballet de parents, de poussettes, de trottinettes, de « tu as mis ta veste » et de « tu as dit merci à la maîtresse ». Thomas se sent toujours un peu étranger à ce monde-là. Ce jour-là, il est en retard. La réunion avec les investisseurs a débordé. Il a filé en laissant Julien finir. En arrivant, il voit Gabriel assis sur un banc, cartable sur les genoux, les épaules voûtées. À côté de lui, une femme est accroupie, en train de lui parler doucement. Elle a des cheveux châtains attachés en chignon lâche, des lunettes rondes, un manteau camel et un sac fourre-tout qui déborde de livres d'enfants. Thomas s'approche, honteux. « Gabriel, je suis… » Il s'interrompt. Les yeux de l'enfant sont rouges. « Tu es encore en retard », dit Gabriel, sans agressivité, mais avec une lassitude qui serre le cœur. Thomas se tourne vers la femme. « Je suis désolé. J'étais en… réunion », complète-t-elle avec un demi-sourire. Il marque un temps. « Oui ». Elle se relève, lui tend la main. Camille Rousseau, psychologue scolaire. Il serre sa main, surpris. Thomas Delcourt. « Je sais qui vous êtes », dit-elle tranquillement. « On voit votre photo dans les journaux quand on parle de la French Tech toulousaine. » Il se sent rougir légèrement. « Je voulais vous parler, justement », poursuit-elle. « Gabriel a fait quelque chose ?» s'inquiète-t-il. « Rien de grave », rassure-t-elle. Elle jette un regard à l'enfant. « Gabriel, tu veux bien aller jouer 2 minutes là-bas pendant que je parle avec ton papa ?» Thomas sent une petite décharge à ce mot-là. Gabriel hésite, puis s'éloigne vers le toboggan. Camille le regarde. Gabriel est arrivé en cours d'année. C'est difficile pour un enfant de cet âge, commence-t-elle. Il le dit, je sais. Il est intelligent, curieux, mais elle cherche ses mots, très inquiet. Inquiet, il demande souvent, est-ce que papa va venir? Est-ce qu'il ne va pas oublier? Thomas encaisse. Je essaie de faire de mon mieux. Je n'en doute pas, répond-elle. Elle s'interrompt, puis ajoute. Mais pour lui, ce qui compte, ce n'est pas votre bonne volonté. C'est ce qu'il vit. La phrase le pique. Je dirige une entreprise avec 200 personnes, dit-il, un peu sur la défensive. On est en pleine expansion. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas quoi? Il la regarde. Tout lâcher. Elle incline légèrement la tête. Je ne vous demande pas de tout lâcher. Je vous demande de regarder l'impact de vos choix sur un petit garçon qui vient de perdre sa mère. Il sent la colère monter, réflexe de quelqu'un à qui on a rarement parlé aussi directement. Vous ne savez rien de ma vie, Madame Rousseau. Je sais que Gabriel a besoin de repères, répond-elle calmement. D'un adulte qui tient parole. Les mots l'atteignent en plein centre. Vous croyez que je veux le faire souffrir? Non, dit-elle, toujours sans hausser la voix. Je crois que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Elle ajoute, plus doucement, mais peu. Être que vous pourriez avoir,
autre chose. Et ça veut dire quoi? Apprendre à organiser votre vie autrement. Il éclate presque de rire, sans joie. Vous imaginez, vous, aller voir mes investisseurs et leur dire « Excusez-moi, je vais réduire ma présence parce que je dois être à l'heure à 6h30 à l'école. » Vous savez, répond-elle, les investisseurs s'en remettront. Ils la fixent, incrédules. En revanche, un petit garçon de 5 ans qui attend sur un banc en se demandant s'il compte vraiment pour son père. Elle le regarde, droit dans les yeux. Lui, il ne s'en remet pas aussi facilement. Thomas a envie de lui dire qu'elle dramatise, qu'il n'est pas si en retard que ça, qu'il y a Martha, la nounou. Mais les yeux de Gabriel, un peu plus loin, accrochés à lui, disent le contraire. Il parle beaucoup de sa maman, poursuit Camille. C'est normal. Elle hésite. Il parle aussi de « avant ». Avant Toulouse, avant vous. Il sent un pincement. « Je ne veux pas me mêler de votre vie privée », ajoute-t-elle. « Ce n'est pas mon rôle. » Elle marque une pause. « En revanche, je peux vous proposer quelque chose. » Quoi? L'école organise un atelier pour les parents solos la semaine prochaine. On parle d'organisation, de gestion du stress, de communication avec les enfants. C'est animé par une association, Je suis là aussi. Il laisse échapper un petit rire ironique. Un atelier, parents solo. C'est gratuit et sans jugement, précise-t-elle. Je ne suis pas sûr d'être le bon profil pour... Le bon profil, c'est parents qui essaient de s'en sortir, réplique Camille. Vous cochez déjà la case. Elle range un carnet dans son sac. Pensez-y. Elle commence à s'éloigner, puis se retourne. Une dernière chose. Oui, vous n'êtes pas obligé de rester seul avec ça. Le ça englobe tout. Gabriel, la culpabilité, la fatigue, les contrats, la peur. Quand elle s'éloigne pour saluer une autre mère, Thomas reste planté devant le portail, le sac de son fils à la main. Il n'aime pas qu'on lui montre ses angles morts. Encore moins quand ça vient d'une inconnue aux lunettes rondes. Mais, ce soir-là, quand il couche Gabriel et qu'il ferme la porte de sa chambre, les mots de Camille tournent dans sa tête comme un écho tenace. Ce n'est pas votre bonne volonté qui compte, c'est ce qu'il vit. Et, malgré lui, il ouvre son ordinateur, tape le nom de l'association qu'elle a mentionnée. Il ne le sait pas encore, mais ce clic, plus que n'importe quel contrat qu'il a signé, va changer la trajectoire de sa vie. La semaine suivante, un mardi soir, Thomas se retrouve assis sur une chaise en plastique dans la salle polyvalente de l'école. Il ne comprend toujours pas pourquoi il est venu. Autour de lui, une mère qui travaille de nuit à l'hôpital, un père en garde alternée qui jongle entre les semaines avec et les semaines sans, une femme voilée qui garde 2 enfants seuls depuis que son mari est reparti au pays, un type qui ressemble à un livreur à force de baskets usées et de mains calleuses. Pas vraiment son réseau habituel. Camille ouvre la séance avec la responsable de l'association. « On n'est pas là pour vous donner des leçons », précise-t-elle. Thomas sent son scepticisme se détendre d'1 millimètre. On est là pour partager des outils, pour que vous repartiez avec au moins une idée, une astuce, qui puisse vous soulager un peu. On parle d'horaire, de liste, de routine, de rituel du soir. Les autres parlent de leur fatigue, de leur peur. Thomas, d'abord silencieux, finit par se surprendre à dire « J'ai l'impression que je suis en train de faire un 2e travail à plein temps. » Les têtes se tournent. « Vous n'êtes pas seul », répond une mère en riant. « Sauf que moi, mon premier travail me demande d'être là tout le temps, » ajoute-t-il. « Et votre 2e travail aussi », réplique doucement Camille. La phrase le percute. À la fin de la séance, alors que tout le monde commence à partir, il s'approche d'elle. « Merci », dit-il simplement, « de ne pas m'avoir épargné. » Elle sourit, fatiguée mais sincère. « Je ne suis pas là pour ça. » Elle ajoute, plus doucement, « Mais je vois que vous êtes là, Thomas. Vous auriez pu ne pas venir. » Il hausse une épaule. « J'ai fait des tableaux.
Des tableaux, pour décider si je devais venir ou pas. Il rit, un peu gêné. Et alors, on va dire que la colonne Gabriel était plus lourde que la colonne Ego. Elle rit à son tour. C'est un bon début. Il la regarde, un peu plus longtemps qu'il ne faudrait. Elle aussi a des cernes. Elle aussi a ce mélange de fatigue et de détermination qu'il commence à reconnaître chez les parents solos. « Vous avez des enfants ?» demande-t-il. « Une fille, Zoé, 8 ans. Elle est ici aussi ? » ?»« Oui, en CE2. » Elle se penche pour ramasser son sac. Elle a un père qui vient un week-end sur 2 et qui trouve encore le moyen d'arriver en retard. Lâcheté-elle, avec un humour triste. Il se tait. « Alors, croyez-moi, je comprends ce que c'est. Un enfant qui attend sur un banc, ajoute-t-elle. Il acquiesce. Ce soir-là, en rentrant, Thomas se rend compte que, pour la première fois depuis longtemps, il ne pense pas seulement à son agenda, à ses levées de fonds et à ses KPI. Il pense à une salle polyvalente, à des chaises en plastique, à la voix de Camille qui dit « Vous n'êtes pas obligé de rester seul avec ça ». Il ne le sait pas encore, mais ces mots-là vont devenir une sorte de fil rouge dans les mois à venir. Les mois passent, et les choses changent. Pas d'un coup, mais par petites touches. À la maison, Thomas met en place des rituels. Le matin, le check dinosaure avant de partir. Gabriel ne sort pas sans son préféré dans la poche. Le soir, l'histoire est devenue non négociable, même s'il y a des mails en retard. Les mercredis, il essaie d'être là au moins une demi-journée, quitte à travailler après le coucher. À l'école, Gabriel se détend. Il a un copain, il y est, avec qui il parle de Pokémon et de dinosaures. Il parle aussi de Camille. C'est la dame qui comprend quand on a mal au ventre parce qu'on a peur, expliquait-il un jour à Thomas. Un samedi, Zoé et Gabriel se retrouvent au parc pendant que leurs parents discutent sur un banc. On dirait qu'ils se connaissent depuis longtemps, remarque Thomas, en regardant les 2 enfants conspirer autour d'une cabane. Les enfants vont plus vite que nous, répond Camille. Un jour, Zoé lâche d'ailleurs innocemment. Ce serait bien si on se voyait plus souvent tous les 4. Camille a levé un sourcil amusé. Ah bon? Comme ça, quand papa n'est pas là, j'ai quand même un monsieur qui coupe les crêpes en 4, explique Zoé. Le rouge est monté aux joues de Thomas et de Camille en même temps. Ce genre de petite phrase fait naître des idées qu'aucun d'eux n'ose encore regarder en face. Et puis arrive ce qui ressemble à un tournant. Un matin de juin, Julien débarque dans le bureau de Thomas avec un grand sourire. Ils ont dit oui. Qui? Les Américains. Ils veulent investir. Thomas lit le mail. Une somme à 7 chiffres s'affiche. Avec elle, de nouveaux marchés, de nouvelles villes, de nouveaux recrutements. Et une condition. Relocalisation progressive du siège à Paris sur 2 ans, lit-il. Julien ne semble pas inquiet. C'est logique. Paris, c'est plus visible. Thomas reste silencieux. Paris, la ville où il a connu Léna. La ville où il a refusé un enfant. La ville qu'il a quittée pour se concentrer sur son entreprise. C'est énorme, Thomas, insiste Julien. C'est le coup qui fait passer Urban Pulse dans une autre dimension. Et Toulouse? On garde un hub ici, évidemment. Mais toi, il faudra que tu sois plus souvent à Paris. Le vieux Thomas, celui d'avant Gabriel, aurait signé sans réfléchir. Le Thomas de maintenant demande « Combien de jours par semaine ?» 4 au début. Après, on peut voir, temporise Julien. 4 jours. 4 jours loin de Gabriel. Les allers-retours, les nuits dans des hôtels. Il pense à la maternelle, au banc, aux yeux rouges. On a un mois pour se positionner, précise Julien. Thomas hoche la tête, incapable de répondre tout de suite. Le soir même, à l'école, Camille le trouve plus silencieux que d'habitude. « Ça va? On a eu une proposition d'investissement, dit-il. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, il hésite.
Mais ils veulent qu'on déplace le siège à Paris. Ah, elle comprend tout de suite. Et toi, tu es le siège, résume-t-elle. En gros, oui. Ils marchent vers le parc avec les enfants. Tu pourrais faire des allers-retours, propose-t-elle prudemment. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Et toi, tu veux quoi? Il s'arrête, pris de court. On lui pose souvent la question « Que veut Urban Pulse? Que veulent les investisseurs ?» Mais toi, plus rarement. Je ne sais pas, avoue-t-il. Tu sais, on a parfois l'illusion que tout repose sur nous, remarque Camille. Mais une entreprise peut apprendre à tourner sans la présence physique constante de son PDG. Tu crois? J'en suis sûr. J'ai vu des gens être remplacés du jour au lendemain. L'entreprise s'en sort toujours. Elle le regarde. Par contre, pour un enfant, on ne remplace pas un parent comme ça. Il serre la mâchoire. Tu me demandes de refuser une levée de fonds de plusieurs millions pour être là à 6h30. Je ne te demande rien, corrige-t-elle. Elle prend une inspiration. Je te rappelle juste que tu es en train de décider quel genre d'histoire Gabriel racontera sur toi plus tard. Il n'a pas de réponse. Comme si cela ne suffisait pas, une autre nouvelle vient compliquer la donne. Un courrier recommandé. Un matin, Maître Delaunay l'appelle. Les parents de Léna ont saisi le juge, annonce-t-elle. Pourquoi? Ils demandent un élargissement de leurs droits de visite et ils mettent en doute ta capacité à assurer seule l'éducation de Gabriel. Il tombe sur sa chaise. Sur quelle base? Ils estiment que tu es trop pris par ton travail, que tu confies trop Gabriel à une nounou, que tu envisages de le déraciner en allant à Paris. Comment ils savent ça? Le juge a accès aux éléments liés à ta demande de relocalisation, explique la notaire. Thomas sent une colère sourde monter. Ils ne se sont jamais occupés de lui avant. Ils ne l'ont pas élevé, non. Mais ils viennent d'apprendre que leur fille est morte et qu'ils ont un petit-fils. Ils paniquent, eux aussi, dit-elle calmement. Ils se laissent tomber en arrière. Qu'est-ce que je risque? Dans le pire des cas, Gabriel pourrait être confié à ses grands-parents, répond-elle sans détour. Le sol se dérobe sous ses pieds. Mais le juge prendra en compte le vécu de l'enfant, son attachement à toi, à sa vie actuelle. Et si je pars à Paris, tu auras plus de mal à convaincre le juge que tu peux lui offrir une stabilité, répond Maître Delaunay. La phrase tourne en boucle dans sa tête toute la journée. Stabilité. Levée de fonds. Paris. Gabriel. Le soir, il en parle à Camille. Ils sont assis sur un banc. Les enfants jouent au ballon. Je vais être le perdre, murmure-t-il. Tu t'es battu pour qu'il soit avec toi, rappelle-t-elle. Et maintenant, je suis en train de tout foutre en l'air pour quelques millions de plus sur un compte que je n'ai même pas le temps de regarder. Elle se tait, le laisse vider sa colère. Pourquoi tu es resté à Toulouse, toi? demande-t-il soudain. Parce que je n'avais pas envie que Zoé devienne une valise, répond-elle. Une valise? Tu sais, ces enfants qu'on trimballe d'un endroit à l'autre au gré des choix des adultes. Un coup chez papa, un coup chez maman, un coup dans un autre pays. Elle soupire. Son père a voulu partir à Montréal l'année dernière. Il m'a dit « Viens avec nous, on fera une nouvelle vie. » Et tu as dit non? Oui. Tu ne regrettes pas? Elle réfléchit. Je regretterai peu. Être certains paysages. Elle sourit légèrement. Mais pas de voir ma fille grandir dans une ville qu'elle connaît, avec des gens sur qui elle peut compter. Il reste silencieux. Elle ajoute, plus doucement, « Tu as le droit de choisir une autre vie que celle qu'on attend de toi, Thomas. » La pression monte de tous les côtés. Au bureau, on le félicite déjà pour l'énorme opportunité parisienne. Les investisseurs envoient des mails enthousiastes. C'est le moment d'accélérer, écrit l'un d'eux. À la maison, Gabriel commence à poser des questions. C'est quoi Paris? Une grande ville. On va y habiter? Thomas esquive. On ne sait pas encore.
Je veux pas changer d'école, marmonne Gabriel. Le soir, Thomas discute avec Martha. Si je dois aller à Paris 4 jours par semaine, tu pourrais gérer plus d'heures? Elle hésite. J'ai mes examens, vous savez. Et puis, Gabriel est triste quand vous n'êtes pas là. La phrase, pourtant évidente, le blesse comme un reproche. Le jour de l'audience au tribunal, Thomas se retrouve face aux parents de Léna. Madame Moreau, petite femme au visage fermé, le regarde avec une hostilité qu'il comprend. « Vous n'étiez pas là quand notre fille s'est battue pour élever Gabriel », accuse-t-elle. « Je ne savais pas qu'il existait », répond-il, la voix tendue. « Et maintenant, vous pensez pouvoir être un bon père en partant 4 jours par semaine à Paris ?» Le juge intervient, calme mais ferme. « Madame, nous ne sommes pas ici pour régler des comptes. Nous sommes ici pour prendre la meilleure décision pour l'enfant. » Quand son tour vient, Thomas prend une grande inspiration. « Je ne vais pas accepter la relocalisation à Paris », annonce-t-il. Même Maître Delaunay sursaute. « Vous, quoi ?» lui souffle-t-elle à voix basse. « J'ai réfléchi », poursuit-il en s'adressant au juge. « Gabriel vient de perdre sa mère. Il a besoin de stabilité. Je peux diriger Urban Pulse depuis Toulouse, en déléguant plus à mon équipe. » Le juge le fixe. « Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ?»« Oui, » répond-il. Une part de lui hurle que c'est de la folie. Une autre, plus profonde, se sent étrangement soulagée. « J'ai passé ma vie à tout sacrifier pour mon entreprise, » ajoute-t-il. « Je peux l'amener loin sans sacrifier mon fils. » Il dit « mon fils » sans même réfléchir. Le regard de Madame Moreau se fait un peu moins dur. « Nous souhaitons seulement le voir plus souvent, » murmure-t-elle. « Vous le verrez, » assure Thomas. « J'ai déjà proposé qu'il passe une partie des vacances chez vous. » Le juge prend note. Nous allons délibérer. Les heures qui suivent sont interminables. Thomas se promène dans le couloir, passe la main dans ses cheveux, regarde son téléphone sans le voir. Maître Delaunay finit par sortir de la salle. « La tutelle est confirmée », annonce-t-elle. Il ferme les yeux. Les grands-parents auront un droit de visite élargi, mais le juge a estimé que Gabriel avait construit un lien important avec vous à Toulouse. Il laisse échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Vous n'imaginez pas ce que vous venez de faire, monsieur Delcourt », ajoute la notaire. « J'ai juste dit non à Paris », répond-il, encore sous le choc. « Vous avez dit oui à votre fils », corrige-t-elle. La nouvelle tombe comme une bombe au bureau. « Tu as refusé la relocalisation ?» hurle presque Julien. « Oui. »« Tu es fou ?»« Peut être. » Il s'enferme dans le bureau. « Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? On va être perdre l'investissement. Alors on trouvera d'autres investisseurs, » réplique Thomas. « Ce n'est pas si simple. Élever un enfant qui a perdu sa mère non plus, lâcheté-il. » Julien reste bouche bée. « Depuis quand tu… » « Depuis que j'ai compris que ce qui se passe à 6h30 devant l'école de Gabriel compte plus que ce qui se passe à 6h30 dans une salle de réunion à la Défense, il inspire profondément. On peut structurer Urban Pulse autrement. Tu l'as dit toi-même, on a une équipe solide. Je peux devenir président. Laisser le rôle de directeur général opérationnel à quelqu'un d'autre. Julien le fixe. « Tu penses à moi ?» Entre autres. « Oui. » Julien s'assoit, hébété. « Tu es sérieux ?» Plus que jamais. Il passe des heures à redessiner l'organigramme. Le soir, Thomas envoie un mail aux investisseurs. « Nous refusons la relocalisation. Nous proposons un modèle hybride. Si cela remet en cause votre investissement, nous le regretterons, mais nous restons alignés avec nos valeurs. Construire une entreprise durable qui respecte aussi la vie de ceux qui la font tourner. » Il appuie sur « Envoyer ». Il se sent vulnérable et étrangement vivant. Quand il raconte à Camille ce qui s'est passé au tribunal et au bureau, elle l'écoute en silence, assise sur un banc face à la Garonne. « Tu as vraiment dit non à Paris ?»« Oui. »« Pour Gabriel ?»« Pour Gabriel. »
Pour moi aussi peut être, reconnaît-il. Elle le regarde longtemps. Tu te rends compte que tu viens de faire exactement l'inverse de ce que ton père a fait, murmure-t-elle. Il sursaute. Comment tu sais? Tu as déjà laissé filer quelques bribes. Un père toujours en déplacement, des réunions plus importantes que tout le reste. Il soupire. Il a raté beaucoup de choses, c'est vrai. Et toi, tu viens de décider de ne pas rater celle-là. Elle sourit légèrement. C'est grand. Il se sent rougir. Je ne sais pas si c'est grand ou juste nécessaire. Parfois, c'est pareil, dit-elle. Un silence confortable s'installe. Zoé et Gabriel jouent à faire des barrages avec des cailloux au bord de l'eau. On dirait qu'ils se sont trouvés, ces deux-là, remarque Camille. Ils sont déjà en train de planifier des vacances ensemble, soupire Thomas. Ah bon? Zoé a décrété qu'ils iraient à la mer, avec des glaces à volonté. Camille rit. Elle sait viser haut. Elle tient de qui? De sa mère, évidemment, répond-elle avec un clin d'œil. Il la regarde, plus longtemps cette fois. Camille. Oui, quand je me suis retrouvé avec Gabriel dans les bras, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait ma vie, avoue-t-il. Elle incline la tête. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on me la rend, mais autrement. Il ajoute, plus bas. Et tu y es pour quelque chose. Elle détourne légèrement les yeux, gênée. J'ai juste fait mon travail, dit-elle. Non. Il secoue la tête. Tu as fait bien plus que ça. Tu as été là quand j'aurais pu tout foirer. Tu m'as dit des choses que personne n'osait me dire. Tu m'as montré que je pouvais choisir autre chose que la fuite. Il prend une inspiration. Et puis, tu es là. Elle le regarde, un peu perdu. Tu veux dire quoi, là? Il sourit, nerveux. Je veux dire que, chaque fois que je te vois, j'ai moins peur de ne pas être à la hauteur. Elle laisse échapper un petit rire qui n'est pas moqueur. Tu sais que ta façon de draguer est très thérapeutique? Il éclate de rire. Je m'améliorerai. Plus sérieusement, il ajoute, je ne sais pas encore ce que je peux te proposer. Je suis en plein apprentissage de la paternité. Je réorganise mon entreprise. J'ai encore 1000 choses à réparer en moi. Ce n'est pas très vendeur, commente-t-elle doucement. Non, il la regarde. Mais je peux te promettre une chose. Je ne fuguerai pas au premier obstacle. Elle le fixe, ses yeux cherchant si c'est vrai. Tu ne peux pas promettre ça à la légère, murmure-t-elle. Je ne le fais pas à la légère. Un silence. Camille, est-ce que tu pourrais envisager de me laisser une place dans ta vie? Elle ne répond pas tout de suite. Elle pense à Zoé, à ses questions, à ses peurs, à elle, à ses blessures aussi. Elle se souvient d'un soir, 3 ans plus tôt, où elle s'est juré de ne plus jamais se perdre dans quelqu'un qui ne saurait pas choisir. « Tu sais ce qui me fait peur ?» demande-t-elle. « Dis-moi, que tu aies besoin de moi comme d'une bouée, pas comme d'une partenaire. » Il réfléchit. « Ce n'est pas impossible que tu aies été une bouée, au début, reconnaît-il. » Il plonge son regard dans le sien. « Mais aujourd'hui, je ne viens plus vers toi seulement pour survivre. » Il cherche ses mots. « Je viens vers toi parce que, avec toi, j'ai envie de vivre. » Elle sent ses yeux piquer. « Tu as le droit d'être un peu moins intense, tu sais, » souffle-t-elle, mi-émue, mi-amusée. « Tu préfères que je parle d'optimisation de processus et de ROI? » « Non, ça va, merci, rit-elle. Elle reprend son sérieux. « On ne se précipite pas, d'accord? D'accord. On dit aux enfants qu'on est amis, parce que c'est vrai. Oui. Et on voit ce qui vient. On voit ce qui vient, répète-t-il. Il tend la main. Elle la pose dans la sienne. C'est un geste simple. Mais pour tous les deux, c'est un pas immense. Les saisons passent. Urban Pulse se réorganise. Les Américains réduisent leurs propositions, mais restent. Julien prend le rôle de directeur général. Thomas devient président, plus en retrait sur le quotidien.
Je ne pensais pas que tu saurais lâcher, commente un jour Julien. Moi non plus, avoue Thomas. Il découvre qu'il peut être utile autrement. En réfléchissant à la vision, en allant parler dans des lycées, en mentorant de jeunes entrepreneurs, et en étant à l'heure assez étrange devant l'école, Gabriel grandit. Il rit plus, fait moins de cauchemars. Il commence à dire « mon père » sans hésitation. Un soir, alors qu'ils sont tous les quatre autour d'une pizza chez Camille, Noé, pardon, Gabriel demande « ça veut dire quoi, famille recomposée ?» Zoé répond la première. C'est quand les adultes ont cassé leur ancienne famille, mais qu'ils essayent d'en faire une nouvelle. Camille éclate de rire, malgré le pincement. Ce n'est pas tout à fait ça, ma chérie. Thomas ajoute, c'est quand des gens qui ne vivaient pas ensemble au départ choisissent de s'aimer et de s'aider, même si ce n'est pas comme dans les livres. Gabriel réfléchit. Alors on est une famille recomposée ? demande-t-il. Un silence. Zoé le regarde les adultes. Pas encore, répond-elle. Pourquoi ? Elle hausse les épaules. Parce que personne n'a encore sa brosse à dents ici, si on dort tous ensemble. Tout le monde éclate de rire. Mais la phrase reste. Quelques mois plus tard, un dimanche soir, Thomas arrive avec un petit sac. « C'est quoi ?» demande Gabriel. « Ma brosse à dents, » répond-il. Zoé applaudit. « Ça y est, on est vraiment une famille recomposée. » Camille secoue la tête, amusée. « Ce n'est pas si simple, Zoé. Peut être. Mais c'est un bon début, » répond Thomas. Il regarde Camille. « Je ne veux pas précipiter les choses, » dit-il, quand il se retrouve seul dans la cuisine. « Mais tu as laissé une brosse à dents, » se moquait-elle gentiment. « C'est doux, comme engagement, non ?» Elle sourit. « À notre âge, c'est presque du romantisme extrême. » Il rit. Puis leurs rires s'éteignent dans un baiser, cette fois plus sûr, plus ancré, qui n'a plus grand-chose à voir avec les élans maladroits de leurs 20 ans. Un soir d'été, à la fin d'une longue journée, ils se retrouvent tous les quatre au bord de la Garonne. Zoé et Gabriel lancent des cailloux dans l'eau, jouent à qui fera le plus de ricochets. « Tu te souviens du jour où la notaire est venue dans mon bureau ?» demande Thomas à Camille. « Tu croyais qu'être père allait ruiner ta vie, » répond-elle. « Je croyais surtout que je n'y arriverais pas. » Il regarde Gabriel. « J'y arrive encore très imparfaitement, mais... » « Tu es là, coupe Camille. »« Oui. » Un silence. « Tu sais, » ajoute-t-elle, « on a tous des histoires qu'on n'a pas choisies, comme devenir père sans le vouloir. » « Oui. » Elle le regarde. « Mais on a aussi le choix de ce qu'on en fait. » Il sourit. On dirait une phrase de psychologue scolaire. C'en est une. Assume-t-elle. Il passe un bras autour de ses épaules. « Merci, Camille. » « De quoi ? » « De ne pas m'avoir laissé me raconter que mon travail était plus important que tout. » Elle pose la tête contre lui. « Merci à toi de m'avoir montré qu'un homme peut vraiment choisir sa famille et pas seulement son chiffre d'affaires. » Il reste là, à regarder les enfants. Gabriel se tourne vers eux. « Vous venez ? On fait un concours de qui lance le caillou le plus loin. »« On arrive, » répond Thomas. Il se lève, tend la main à Camille. Elle la prend. Deux mains qui, autrefois, portaient chacune leurs blessures, leurs regrets, leurs peurs. Aujourd'hui, elles portent autre chose. Un petit garçon qui sait qu'il compte assez pour que son père dise non à Paris. Une petite fille qui apprend qu'on peut aimer de nouveau sans disparaître. Un homme qui a compris que sa réussite ne se mesure pas qu'en courbe de croissance. Une femme qui a découvert qu'elle pouvait s'autoriser un « nous » sans perdre son « je ». La vie n'est pas devenue parfaite. Il y a encore des réunions qui débordent, des gouttières de classe oubliées, des crises de larmes, des exaspérations. Mais il y a, surtout, cette certitude silencieuse, partagée à quatre, on ne sait peu être pas choisi au début. On s'est trouvés en chemin. Et pour Thomas, ça change tout. Parce que, quelque part entre une tour de verre, un banc d'école et un bord de Garonne, le PDG qui ne voulait pas être père est devenu, doucement,
Un père qui ne se conçoit plus sans son fils, et un homme qui sait qu'il n'aurait jamais appris tout ça sans elle.